Je vais reprendre la phrase de notre président qui avait dit « Il est temps de refaire un peu des choses scientifiques » il y a quelques années à une communication 15-0, balle neuve. Alors, je vais commencer par un motif de fâcherie, célèbre film dont je vous demanderai qui est l'auteur. Cet article est très intéressant, il analyse les éléments de l'insatisfaction des familles qui ont un proche hospitalisé, ce proche étant hospitalisé pour une pathologie cognitive. C'est un travail très intéressant parce que qui n'a pas eu de plainte n'est pas gériatre. Les conséquences d'un trouble neurocognitif majeur, selon la nouvelle définition, j'avais déjà de la peine à retenir l'ancienne. Maintenant, ça s'appelle trouble neurocognitif majeur, selon le DSM. Vous les connaissez parfaitement, mais il n'est pas inutile de les rappeler, surtout pour les gens qui ne travaillent pas en gériatrie, qui n'ont donc aucun dément lorsqu'ils ont une population d'âge en moyenne de 80 ans. La surmortalité, le recours à l'hospitalisation non programmée, un tiers des sujets hospitalisés en court séjour ont plus de 70 ans, ils sont donc atteints tout à fait statistiquement de 5 à 10% de probabilité de maladie démentielle. On connaît bien l'épuisement de l'aidant, volontiers un membre de la famille, et volontiers par ordre hiérarchique l'épouse ou les enfants. L'hospitalisation, c'est quelque chose de très complexe, il y a plein de déterminants qui conduisent la personne aux urgences ou en admission directe dans un service. Et quels que soient nos efforts, quelle que soit notre cohésion d'équipe, quel que soit notre engagement, les soins restent difficiles et le mécontentement, suivi volontiers de recours, ces fameuses plaintes que vous recevez, des familles sont tout à fait importantes à considérer. Donc là, on part d'une population de gens âgés hospitalisés qui ont un trouble neurocognitif majeur, autrement dit un syndrome démentiel ou une confusion. On va leur faire un certain nombre de tests que vous avez résumés sur la deuxième ligne que vous connaissez très bien, notamment une intensité du syndrome confusionnel. On va mesurer leurs troubles du comportement via le NPI. Et on va donc faire un questionnaire, à la fois à ces malades lorsqu'ils peuvent encore, selon leur stade cognitif, y répondre, et surtout à leur aidant naturel désigné, avec une présentation, je vais vous le faire, très simple, mais tout à fait de bon goût, qui est envoyée et retournée dans les 7 à 21 jours suivant le retour à domicile de la personne qui a été hospitalisée pour cette pathologie neurocognitive. Et on va calculer le pourcentage d'insatisfaction globale ou ciblée sur certains paramètres. Voici le questionnaire téléphonique par un enquêteur indépendant. On s'intéressait à une satisfaction globale. Êtes-vous satisfait finalement du séjour de votre parent, de votre mari, de votre femme? La facilité d'admission, est-ce qu'il a fallu, est-ce possible de rester quelques heures aux urgences? Le stationnement, c'est intéressant le stationnement parce qu'effectivement, quand on ne peut pas aller voir ses proches, c'est compliqué. La nutrition, l'alimentation, Marc vient de nous en faire un rappel tout à fait éloquent, la gestion médicale, l'information, l'obtention, la dignité, le respect, la réponse qui est faite à un patient confus, qui est déshabillé par exemple quand on arrive le voir en visite, la planification de la sortie et le moment de la sortie. 600 malades, 462 binômes interrogés qui ont complété le questionnaire, c'est un beau taux de réponse. Et vous avez la moitié dans cette cohorte qui a été faite donc, dans un pays, je crois que c'est la Norvège. 50% sont en secteur de psychogériatrie et 50% sont des secteurs médicaux, dont la gériatrie individualisée. Âge médian, 85 ans, et on retrouve les mêmes chiffres. J'attire votre attention sur le pourcentage de confus. 60% étaient confus, et on peut être confus, et on est même souvent volontiers confus lorsqu'on est sous-jacent dément, vous le savez. Et donc, on cumule les deux éléments. 85% de taux de réponse, c'est un peu supérieur au PUG, mais ils étaient peut-être plus encadrés dans ce truc. Taux d'insatisfaction globale, une famille sur deux n'est pas satisfaite globalement. Il y en a 1 sur 6 qui est franchement mécontent quand vous pondérez les choses. 1 sur 6. Donc, vous en ratez 1 sur 6. Alors, ça ne se passe pas dans mon service, ça se passe dans le vôtre. Moi, je n'ai pas de problème, puisque je suis anosognosique du fait que je suis déjà largement malade depuis un moment. Le motif, le pire, est celui-ci, le défaut d'information. Alors, vous pouvez discuter sur le fait que j'ai fait des efforts, je crois avoir été clair. Je pense que nous sommes toujours dans cette difficulté. Vous l'avez là, la ligne, elle est soulignée. L'insatisfaction liée à un déficit d'information est l'élément le plus puissant qui sort dans cette liste. Vous voyez qu'évidemment, on peut pondérer en disant je suis désolé, vous n'avez pas pu stationner devant l'établissement, mais c'est vrai que c'est moins la responsabilité du groupe que celle de l'institution. Alors voici les facteurs de risque d'insatisfaction identifiés chez les malades et ou leurs proches. Vous voyez que plus les troubles du comportement sont intenses, plus l'insatisfaction est majorée, et c'est vrai que plus on nous en demande, moins on est forcément capable d'atteindre ces objectifs. La dépendance n'est pas associée. La souffrance de l'aidant est clairement majeure. Quand on mesure la souffrance de l'aidant à l'entrée, elle est beaucoup plus significativement associée à une insatisfaction 7 à 21 jours après. C'est dans notre pratique, je crois. Alors, on va gommer la dernière ligne parce qu'elle m'embête un peu. Ça veut dire qu'en fait, la gériatrie ou le soin courant,
ben c'est pareil, c'est pas aussi bon que la psychogériatrie. Alors, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais c'est quand même un peu alertant. Mais je pense que plus on est professionnalisé, ben meilleur on a la façon de faire. Donc, cette enquête, c'est une enquête de pratique, je trouve courageuse. Un proche sur 6 d'un malade admis à l'hôpital pour un trouble du comportement est insatisfait à la sortie dans un recours précoce. Le motif de fâcherie, comme disaient les tontons flingueurs, c'est l'information. Maître Felas. Les admissions en secteur spécialisé, la psychogé, semblent quand même donner un meilleur résultat en termes de satisfecit. Et un gériatre responsable heureux est celui qui ne reçoit jamais de plainte. C'est mon premier adage. Un chapitre, je sais que Yves en a parlé ce matin et je me suis enquis auprès de lui de savoir, je sais qu'il en a cité, c'est un travail que je trouve absolument séduisant. Je regrette de ne pas être chinois. En fait, c'est Singapour. D'abord parce que, et ensuite... La fragilité, je vais assez vite, on est dans un endroit qui connaît bien ça. Je vais juste aborder la dernière ligne. Les actions, elles ont été menées beaucoup dans l'exercice physique et beaucoup dans le soutien nutritionnel. Les résultats sont variables, les méthodologies sont variables, la randomisation éventuellement des essais est compliquée. Et donc là, vous allez voir que la question est, sur ces 5 phénotypes, l'amaigrissement, littéralement, la vitesse qui est ralentie, vitesse de marche notamment, la faiblesse, la faible activité physique et la faible niveau d'énergie, je suis fatigué le matin, ce sont les 5 paramètres du phénotype de Fried que vous connaissez parfaitement. Eh bien voilà, on va prendre une étude randomisée contre placebo, où on va analyser des sujets pré-fragiles et fragiles selon la grille que vous connaissez de Linda Fried, et on va faire un programme qui associe plusieurs volets. Un volet nutritionnel pur, très bien construit, avec un supplément calorique, un supplément en micronutriments, un volet exercice physique, entretien, avec des exercices calibrés, 90 minutes en 2 fois par semaine, puis après un traitement d'entretien, et une stimulation cognitive qui est également proposée, où on combine les 3. On fait exercice, plus nutrition, plus stimulation cognitive. Et on fait un groupe contrôle que l'on laisse vivre sa vie. Je vous rappelle que l'outcome, la mesure essentielle de ce travail, c'est: est-ce que quand je suis fragile, je passe à pré-fragile, c'est finalement je baisse et donc j'ai un résultat favorable, ou, et ce qui est mon cas, je suis croyant, si j'étais pré-fragile, je ne suis plus du tout à l'issue de ce traitement. Alors on va mesurer d'autres paramètres, IADL, ADL, et quelque chose d'intéressant, on va s'intéresser sur les conséquences cliniques de la fragilité, par exemple la fréquence des chutes ou le taux de réhospitalisation non programmée. Mais ce n'est pas l'objectif principal, je le répète. Donc voici comment c'est fait ça. C'est un groupe de 250 personnes, âge moyen plutôt jeune, 61% de filles. La nutrition à gauche, avec un essai randomisé, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des tablettes de suppléments nutritionnels et des compléments vanillés, mais qui sont pleins de rien. Pas mal. L'exercice physique, je vous en ai parlé, la stimulation cognitive, la combinaison. Et on va suivre ces gens-là régulièrement par une évaluation clinique et surtout de leur échelle de fragilité jusqu'à 1 an. L'observance du programme, c'est des jeunes vieux, nous sommes d'accord, motivés, nous sommes d'accord, elle est très bonne évidemment, entre 85 et 95%, mais pendant 1 an. Et ça, c'est quand même une énergie pour les investigateurs tout à fait conséquente. Les pré-fragiles, vous voyez, il y en avait à peu près 72%, c'était des gens intègres sur le plan cognitif. Vous voyez que le programme nutrition seul améliore de 3 fois la probabilité de passer d'un état de fragile à pré-fragile ou de pré-fragile à non fragile. La cognition, à peu près pareil. L'exercice physique, ça semble encore meilleur. Et quand vous combinez le tout, c'est encore meilleur. Donc le plus est encore associé à une meilleure réponse par rapport à une étude contrôle. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant parce que le fatalisme dont on accuse les gériatres, il faut lutter, camarades. Je vais passer parmi vous d'ailleurs pour rester digne et propre dans nos hôpitaux. Il faut lutter en leur disant à quoi ça sert vos échelles, la nutrition, la fragilité, vous nous saoulez, moi je vois bien qu'il va bien, donc je l'opère. Tu as raison, je suis d'accord avec toi, ami, mais c'est mieux si je le prends en charge un petit peu pour le doper un peu sur son état de fragilité pour avoir un meilleur résultat. Sur les variables cliniques, chute, alors ça, il ne faut pas leur dire ce que je vous dis là. Sur les variables chute, hospitalisation, dépendance ou autonomie, non, ça ne varie pas. Mais ça, ils ne sont pas censés le savoir. On va rester honnêtes, comme ils le sont. Donc le programme ciblé, une action ou mieux plusieurs actions améliore significativement la santé en termes de fragilité d'une population moyennement âgée, randomisée, en associant exercice physique, nutrition, stimulation cognitive, c'est mieux. Mais si au moins vous faites quelque chose, privilégiez l'exercice physique, semble-t-il, dans ce travail.
Cette amélioration est durable à 1 an, donc c'est quand même très intéressant. Et elle s'observe aussi, alors il y a 15% du groupe placebo qui va mieux. Donc si vous ne faites rien, c'est déjà bien. Le programme est parfaitement bien accepté, mais il ne modifie pas les chutes, la dépendance et le taux d'hospitalisation. Il y a quelques limites, évidemment. La population est très volontaire. C'est une étude non aveugle, parce que imaginez que vous êtes en aveugle pour savoir si le type a fait 90 minutes en 2 fois par semaine d'exercice physique, c'est que vous êtes vraiment aveugle. Et donc là, il y a un souci, il y a un problème de puissance statistique pour apprécier les conséquences cliniques directes, l'autonomie, les chutes et l'hospitalisation. En tout cas, c'est top. Et moi, ça m'a plu. Et je pense que ça doit nous alerter. Il faut mettre ça dans notre case bibliographie chaude. Un petit peu de choses sur la vitesse de marche et les extrémités. Bref, vous l'avez lu. Sur la mortalité des gens de plus de 65 ans qui ont une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'on va essayer d'implémenter dans le pronostic de ces malades insuffisants cardiaques une évaluation gériatrique standardisée minimum. Plus que minimum, il n'y a pas, puisqu'il s'agit de faire vitesse de marche et IADL. Donc vous connaissez tout ce prérequis, IADL comme marche, comme vitesse de marche, marqueur de fragilité, indicateur pronostic. C'est des choses qui sont très intéressantes et j'ai retrouvé un article que je n'avais pas vu passer. L'IADL, je dis bien l'IADL, celui qui permet de faire son téléphone pour prendre rendez-vous avec son cardiologue et de ne pas oublier de lui faire son chèque en partant, ni même de prendre bien son comprimé au moment où le cardiologue l'a prescrit. Eh bien l'IADL est un facteur prédictif d'insuffisance cardiaque incidente et de son pronostic de décès. C'est un travail intéressant. Cohorte, la Cardiovascular Health Study, c'est celle qui a fait naître le concept de fragilité, puisque c'est Linda Fried qui en était une des chevilles ouvrières. On prend des insuffisances cardiaques incidentes, on leur fait l'IADL, on leur fait la vitesse de marche et on les suit pendant 8 ans. Le résultat, il est là. Vous avez sur cette population de 1200 personnes à peu près, dont 65% en plus de 75 ans, sur la colonne de gauche, la vitesse de marche lorsqu'elle est ralentie, eh bien vous voyez que le pronostic, lorsqu'on a une vitesse de marche lente, j'ai une surmortalité à peu près de 1,37 multiplié. Si j'ai une fraction d'éjection normale et une vitesse ralentie, c'est également un facteur pronostic. Par contre, la fraction d'éjection basse n'est pas un facteur pronostic. Et si je prends l'IADL, vous retrouvez que tout clignote. L'IADL en tant que tel, seul, est un indicateur pronostic d'une insuffisance cardiaque incidente. Et franchement, je ne l'avais pas dans ma tête. L'IADL, et quand on associe les deux, IADL et vitesse de marche, eh bien, on a 1,57 probabilité d'avoir un décès lorsque j'ai une insuffisance cardiaque incidente, ce que je trouve tout à fait intéressant, et cela après un ajustement, je vous l'assure, extrêmement sérieux. Donc, les conclusions sont que l'autonomie, l'IADL et la vitesse de marche sont 2 indicateurs indépendants de pronostic d'un sujet âgé qui a une insuffisance cardiaque. Le temps de passation est bref, la formation est minimaliste, et donc j'ai fait un rêve, mon cher Olivier. Un jour, les cardiologues feront un IADL et une vitesse de marche à leur insuffisance cardiaque. Ils en sont toujours à la vitesse de marche sur 6 minutes. On peut toujours faire une vitesse de marche sur 4 mètres dans n'importe quelle consultation de cardiologie ou dans n'importe quel couloir. 6 minutes de test de marche maintenant, c'est devenu plus complexe, mais Olivier tranchera. Quelques brèves. Ça, c'est une étude que vous devez avoir. Si vous n'avez pas acheté encore de dynamomètre, achetez-le. J'ai ouvert une start-up. 150 € toute taxe, bien, j'ai fini. C'est-à-dire que dans cette étude, l'étude Pure, c'est une étude de population urbaine et rurale en Angleterre de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quand je fais la force de contraction isométrique à 50 ans, moi j'ai encore beaucoup de temps devant moi avant de faire ce test, dans une population mondialiste, Asie, Afrique, Europe, niveau économique varié, niveau éducatif varié, niveau nutritionnel varié, où on met tous les paramètres de la santé, eh bien le résultat, il est là. La contraction isométrique est inversement proportionnelle au décès des gens. Plus j'ai une contraction bonne, plus j'ai une vie durable, et plus elle est mauvaise, plus j'ai un taux de décès. Je dis la contraction isométrique en analyse multivariée, prenant en compte mon pays d'origine, ma nutrition, mes habitudes de marche, tout ça. C'est absolument l'outil universel. Enfin, nous l'avons trouvé et je pense qu'en gériatrie, on peut en être un utilitaire. Alors ça, l'heure est grave parce que j'ai compté, le PET peut être utile. Il ne s'agit pas du photo-émission de tomotron, machin, scanner, il s'agit du cannabis. C'est une étude publiée dans Neurology, la revue de chevet des neurologues. Il s'agit de tester le tétrahydrocannabinol, connu sous d'autres noms,
dans les manifestations neuropsychiatriques des états démentiels avérés. C'est une étude sérieuse, dans une revue sérieuse. Inclusion sujets âgés dont 50% vivent à domicile avec 68% de maladie d'Alzheimer et troubles du comportement. Le consentement est signé par un proche. On randomise, soit je prends des gélules. Alors, bon, non, c'est des gélules. C'est pas du 2 feuilles, je vous expliquerai. Non, c'est des gélules, c'est quand même déjà beaucoup moins festif. Hein. Randomisé contre placebo, et pour pas qu'ils aient mal à la tête après, s'ils ont la tête qui tourne, on leur donne un peu de paracétamol dans le groupe traité. Je ne me rappelle pas avoir pris de Doliprane, mais bon. L'objectif, c'est est-ce que ça réduit ou pas l'intensité des troubles neurocognitifs. 54 malades randomisés, 80 ans, MMS quand même 14, donc on comprend qu'ils ont aidé un tiers pour la signature. CDR 2 ou 3, suivi téléphonique. Comment ça va? Pas mal, ce matin. Triste conclusion, les faibles doses de THC ne modifient pas significativement les troubles du comportement chez des malades déments. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.